Bienvenue sur le webinaire sur le sourcing, un outil pour des achats publics durables. Donc les règles du jeu, c'est très simple. Il y a un outil de discussion à votre disposition pour poser vos questions-réponses. Et donc vos caméras et micros sont coupés. Donc moi je me présente, je suis Déborah Bled, je suis chargée de mission achat public durable à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Et ce webinaire fait partie d'un cycle de différents webinaires. Donc, vous avez toute la liste des webinaires qui a eu lieu ce premier semestre. Donc, le dernier aura lieu le 27 juin sur le plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Et vous retrouvez toutes les présentations et tous les webinaires sur notre site Internet. Donc, aujourd'hui, vous avez ici la liste des intervenants et le déroulé. Donc, tout d'abord, nous avons Émilie Martinan, qui est chef du bureau achat responsable à la direction des achats de l'État, qui va faire une intervention de 20 minutes sur le sourcing, donc tout ce qui est la méthodologie, les outils. Ensuite, on aura un retour d'expérience de Laurent Delplanque, acheteur à la ville de Niort, durant environ 15 minutes. Ensuite, nous aurons dans un troisième temps un tour d'horizon d'action des acteurs socio-économiques, donc de la Chambre de métiers et éco-entreprises et la CCI de Côte d'Azur. Donc, on aura environ 10 minutes de présentation. Et ensuite, nous finirons donc à 13h45 par des questions-réponses d'une quinzaine de minutes que je coordonnerai. On relaiera vos questions que vous pouvez poser sur notre fil de discussion. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction rapide sur notre agence. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, on existe depuis une quarantaine d'années, on est environ 40 agents. On est un établissement public de coopération environnementale. C'est un outil de coopération entre l'État, entre différents établissements publics, la région et différentes collectivités engagées. On est là pour justement accompagner tous les acteurs dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Donc, on anime différents dispositifs. On a principalement 4 axes d'intervention. Donc, on accompagne les collectivités, les acteurs à travers différents dispositifs, que ce soit la charte zéro déchet plastique, le label Parc Plus pour les parcs d'activités, le label territoire durable, une COP d'avance, ou territoire engagé pour la nature. On accompagne sur voilà, tous ces dispositifs. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet. On a un axe d'intervention sur l'amélioration, la valorisation des connaissances, pardon, à travers l'Observatoire régional de la biodiversité et l'Office régional aussi excusez-moi, l'Observatoire des milieux aquatiques. On fait aussi des actions de sensibilisation, d'information via le Biodiff Tour, des formations aux élus. On fait des lettres d'information, des webinaires 1 heure comme celui-ci sur différentes thématiques liées à l'environnement, à la préservation de la biodiversité. Et on anime aussi différents réseaux. Donc ça, c'est notre 4e axe d'intervention. Donc il y a le réseau des gestionnaires des espaces naturels et le réseau des gestionnaires des milieux aquatiques. Et aussi, on développe de nombreux projets européens et aussi à l'international. Donc nous, notre mission à l'agence, sur l'achat public durable qu'on mène depuis l'année dernière. Donc, on anime le guichet vert. Donc, c'est un outil gratuit de conseil de premier niveau destiné à tous les acteurs de la commande publique durable. On donne des exemples de clauses, de critères, on renvoie vers des guides. Donc, n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions si vous avez un projet d'achat. Vous avez le formulaire vous pouvez cliquer ensuite sur une fois que vous aurez la présentation. On anime le réseau régional des achats publics durables aussi, où on fournit de l'information, on diffuse
des lettres d'information. On est un espace aussi ressources utiles. Vous retrouverez tous les sites internet aussi qui vous permettent, comme la clause verte, d'avoir des exemples de clauses que vous pouvez intégrer dans vos marchés, aussi la REF rapide et plein d'autres guides aussi suivant différents segments d'achat. Et je vous ai mis aussi un lien sur notre annuaire des prestataires zéro déchet plastique en lien avec la mission zéro déchet plastique si vous voulez trouver des apporteurs de solutions. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Émilie Martinan. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Déborah, en tout cas, pour cette invitation lors de ce webinaire. Donc, moi, je suis chef du bureau achat responsable au sein de la direction des achats de l'État. C'est une direction interministérielle hein, qui a comme périmètre l'ensemble des ministères et des établissements publics qui relèvent de l'État. Je ne suis pas sûre que le partage d'écran, du coup, fonctionne. Il faut que tu... Ouais, il faut le mettre. Ça Ouais. marchait, mais il faut le mettre en grand. Il faut le mettre en grand écran. OK. Est-ce que ça fonctionne? Le grand écran, pas encore. Ben, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets le diaporama, ça fait sauter le partage. Là, c'est partagé, mais c'est pas en grand écran. Ouais. Bah pourtant, Alors, je vais essayer une autre version pour voir si ça va fonctionner. Pardon, excusez-moi. Alors, ces petits soucis techniques, pardon. Bon, c'est pas grave, après, on voyait bien, donc... Ok, d'accord. c'est, On va faire en mode dégradé, pardon. non, je peux essayer Bon, de... du moment que ça fonctionne, et du coup, Oui, je peux... oui. Ok. Oui, donc je disais, pardon, excusez-moi, que la direction, alors vous aurez en annexe une présentation de la DAE, mais je voulais aller droit au but sur le sourcing aujourd'hui, puisque c'est le sujet qui nous réunit ensemble. Et donc, je voulais vraiment faire un focus sur le sourcing opérationnel dans le cadre de sa démarche d'achat responsable, puisque c'est vraiment donc, quand on mène sa démarche d'achat responsable, on a quelques questions qu'on se pose toujours en premier, c'est de savoir qu'est-ce que j'achète, comment j'achète, comment je consomme, et puis aussi comment je me sépare, enfin comment je réemploie, je réutilise, je recycle ou dans certains cas je retraite. Et donc toutes ces questions, c'est vraiment de se dire comment je peux réduire mon impact sur l'environnement, mais également comment je peux aussi agir en faveur du progrès social. Et l'outil de sourcing opérationnel permet justement, alors opérationnel, c'est dans le sens où en fait on distingue du sourcing qu'on peut faire plutôt lié à de la veille ou du benchmark qu'on va faire un peu tout au long de l'année ou de manière un peu globale. Mais là, vraiment sur le sourcing opérationnel, au moment où on se lance dans son projet d'achat, c'est vraiment la pratique qui est consacrée par les textes, avec justement qui date quand même de 2015, hein, avec un décret qu'on avait à l'époque qui est depuis abrogé, mais parce qu'il est intégré au sein du Code de la commande publique. Mais donc, ça fait quand même un moment maintenant que c'est consacré par les textes et que c'est fortement recommandé, évidemment, dans le cadre de son projet achat et encore plus, il me semble, dans le cadre de sa démarche d'achat responsable, puisque c'est vrai que depuis 15 ans, plus de 15 ans, 20 ans, quand on essaye d'intégrer une démarche d'achat responsable au sein de son achat, on a quand même bataillé depuis de nombreuses années, et donc on ne voudrait pas risquer une infructuosité, un risque juridique lié à l'intégration des considérations environnementales ou sociales dans le marché. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental de s'assurer via le sourcing qu'on va intégrer des considérations qui sont en lien avec l'offre fournisseur et la maturité fournisseur, et ça, c'est ce que nous permet du coup le sourcing, et de déterminer même l'exigence qu'on va porter au sein de notre marché.
Et voilà. Et donc, ça permet à l'acheteur de pouvoir justement consulter les entreprises, réaliser des études de marché, solliciter des avis, voilà. Et là, vraiment en matière environnementale et sociale. Donc, c'est quelque chose pour moi, la démarche achat responsable ne doit pas s'ajouter en fait à la démarche achat de l'acheteur, mais vraiment s'intégrer dans son processus achat, et y compris au stade du sourcing. Et c'est vrai que quand on regarde les nombreuses opportunités du code de la commande publique que nous avons aujourd'hui pour mobiliser les achats responsables, le sourcing est vraiment le point d'entrée, le point clé qui va conditionner la mobilisation, des conditions d'exécution, des spécifications techniques, même des critères. Évidemment, des marchés réservés. Est-ce qu'il y a une offre inclusive existante ou pas? La mobilisation des écolabels, etc. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur l'ensemble des textes que vous connaissez, mais c'était un peu pour illustrer justement que le sourcing, ça permet justement après de savoir ce qu'on peut mobiliser au sein des opportunités des articles du code. Et donc, pour nous, c'est vraiment un levier de performance sociale et environnementale qu'on doit intégrer à chaque étape de son processus achat. Alors, pardon, c'est un peu chargé dans la slide, mais c'était pour montrer un peu le cycle de l'achat responsable en macro, hein, bien évidemment, mais pour dire qu'en fait, au moment où justement on doit définir, son besoin avec son prescripteur, il faut pouvoir l'affiner. Et pour ça, alors d'une part, on va faire un peu les étapes préalables, hein, on va se renseigner sur la réglementation en matière d'achat responsable liée à son segment d'achat. Et donc ça, on peut s'appuyer sur l'outil LAREF. Alors, j'offre un zoom après sur certains outils là, que je mentionne, dont LAREF, justement, que certains, ou même beaucoup d'entre vous connaissent sûrement et pratiquent. Une fois qu'on a recensé sa réglementation, on sait qu'on va pouvoir le rappeler au titulaire, mais ce n'est pas ça qui va porter une exigence environnementale ou sociale dans notre marché, puisque on doit aller au-delà justement de la réglementation, mais c'est déjà, ça nous indique quand même déjà l'ensemble de l'existant. Et puis après, on va pouvoir identifier les enjeux en matière environnementale et en matière sociale. Là-dessus, on peut s'appuyer pour ceux qui ont l'opportunité de pouvoir le réaliser sur une cartographie des risques et opportunités en matière RSE, justement de pouvoir identifier sur chacun des familles d'achats, quels sont les forts impacts en matière environnementale ou sociale. Alors, généralement, ces cartographies des risques, elles sont un peu plus larges. C'est pour ça que j'ai mis le terme RSE, qui va un peu au-delà de l'achat responsable pur sur le volet environnemental et social, parce que ça va traiter aussi de l'éthique, de beaucoup de choses, en fait. Mais voilà, c'est quand même pour nous, en fait, c'est quelque chose là-dessus, nous, on doit gagner en maturité parce qu'on n'a pas d'outils encore, par exemple, au sein de l'État sur une cartographie formalisée. On le fait, en fait, pour chaque contexte achat, on le fait de manière, naturellement, on va le faire, mais on n'a pas d'outils, mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite se gagner en maturité. Et puis, donc, on va faire son sourcing, justement, pour connaître l'offre responsable. D'abord parce qu'il peut y avoir, comme je le disais tout à l'heure, des entreprises inclusives qui sont positionnées sur ce secteur. Et donc, on va pouvoir justement peut-être mettre en place un lot avec un marché réservé. Également, connaître la maturité fournisseur. On ne va pas mobiliser une considération environnementale de la même manière en fonction de la maturité fournisseur. Évidemment, si tous les fournisseurs en face ont, par exemple, un écolabel, vous allez le mettre en condition d'exécution, alors que si vous vous rendez compte qu'il n'y en a que quelques-uns, vous allez plutôt le mobiliser en critères d'attribution pour attribuer des points supplémentaires aux offres les plus vertueuses. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça fait cette boucle avec la détermination de ces exigences en matière d'achat responsable. Et comment et à travers quel levier juridique on va mobiliser justement, comment on va traduire en fait le fait d'avoir identifié ces enjeux, d'avoir la connaissance de sa maturité fournisseur, comment on va le traduire concrètement au sein de son marché.
soit au travers d'une condition d'exécution, soit directement sur les spécifications techniques, en critères d'attribution, pardon. Alors nous, on a des recommandations fortes sur les critères d'attribution où en fait, on recommande de pondérer à 10% de la note totale du marché, donc un minimum de 10%, parce qu'on considère qu'en dessous de 10%, c'est pas discriminant et on a plutôt du coup une tendance on va faire plutôt de l'affichage en fait. Donc c'est pour ça qu'on a cette recommandation forte d'avoir un critère détaché de la valeur technique pour être bien apparent et pondéré à 10% minimum, et même combiné avec une clause en fait, une condition d'exécution ou une spécification technique dans le dur du marché pour être sûr que le marché porte bien des exigences et une performance en matière environnementale et sociale, et non pas uniquement sur un critère d'attribution qui parfois ne peut pas en fait influencer l'offre retenue. On peut très bien retenir le titulaire qui est le candidat qui aura eu la moins bonne note, ou voire qui n'aura rien proposé du tout sur le critère environnemental ou sur le critère de performance sociale. Donc voilà, avec évidemment la possibilité, une fois qu'on a fait son sourcing, de voir aussi les moyens de preuve associés à ces clauses, et puis de les assortir de pénalités proportionnées et dissuasives. Ça aussi, évidemment, c'est les bonnes pratiques d'un acheteur, quelles que soient les clauses, évidemment. Et donc voilà, il y a tout ce cycle du processus achat, avec après, et ça c'est la question un peu épineuse de la mise en œuvre et du suivi d'exécution du marché, parce qu'on sait qu'on a dans la pratique, dans la réalité des faits, on n'a pas forcément toujours le temps de faire ce suivi d'exécution, mais évidemment il est indispensable également, comme pour toute clause d'un marché, il l'est aussi sur les considérations achats responsables. Et c'est pour ça que nous, on essaye en tout cas, dans le cadre de la mise en œuvre, de travailler maintenant sur aussi les usages, c'est-à-dire qu'on met en place des supports achats avec, par exemple, une offre sur de la téléphonie reconditionnée. C'est pas pour ça que derrière, on va engranger des consommations sur cette offre éco-responsable. Et donc, on essaie de travailler sur des kits de communication, sur le déploiement du marché, pour justement sensibiliser les gestionnaires de parc sur l'utilisation de l'offre éco-responsable qui est au sein du marché. Et en matière de suivi d'exécution, eh bien, la bonne pratique, c'est d'essayer un maximum de transcrire ça dans les reportings du titulaire, dans les revues de contrat annuelles. C'est vraiment d'intégrer ce volet achat responsable au même titre que n'importe quel autre suivi d'exécution de son marché. Et puis, la bonne pratique également pour tous, c'est de faire son bilan, son rétex, parce que c'est comme ça qu'on saura, dans le cadre du prochain marché, si on pourra en tout cas aller au-delà de ce qu'on a prévu sur le marché actuel. Donc justement, pour faire le zoom sur les différents outils qui pouvaient figurer sur ce cycle du processus achat responsable, la direction des achats de l'État a rédigé, avec une équipe projet interministérielle et évidemment d'autres partenaires, un guide sur le sourcing opérationnel. Donc ce guide, il date de 2019, il est accessible sur le site internet de la DAE. Vous retrouverez évidemment les liens hypertextes sur la présentation. Et ce guide, il est constitué de 3 chapitres assez concis sur les acteurs associés, les échanges fournisseurs et l'exploitation des résultats du sourcing. Et par contre, il a de nombreuses annexes qui sont en fait vraiment des outils opérationnels, des exemples de questionnaires de sourcing, des exemples des modèles d'appel à compétences, des grilles de synthèse d'entretien, etc., qui justement intègrent le volet achat responsable. Et ce guide, il est actuellement en cours de mise à jour. Donc voilà, il y a une nouvelle équipe projet qui travaille sur le sujet, et on est vigilant à intégrer toujours ce volet achat responsable et de manière encore plus présente que ce qu'il n'est actuellement dans le guide actuel. Également, j'ai évoqué donc la REF, qui est un outil qui a été développé dans le cadre du PNAD par les réseaux régionaux de 3AR et de Réseco. Et c'est vrai que c'est cet outil auquel on a contribué, comme beaucoup d'autres acteurs. Pour moi, il est un peu révolutionnaire, parce que d'abord, il est très simple d'utilisation.
On a juste à dire si on vient d'une collectivité, d'un établissement public, d'un ministère, etc. Et son segment d'achat sur lequel on travaille, et ça répertorie quand même l'ensemble de la réglementation en matière d'achat responsable, ce qui n'est pas peu dire, compte tenu de l'évolution depuis plus de 5 ans de la législation sur le sujet. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la première étape quand on se lance dans son projet achat, pour un acheteur, de pouvoir avoir en tête la réglementation applicable en matière d'achat responsable. Également, nous avons développé un outil qui s'appelle Approche, qui permet d'aller sur ce qu'on pourrait appeler un peu du sourcing inversé. Donc, en fait, les acheteurs publics, il est ouvert à tous les acheteurs publics. Aujourd'hui, il y a plus de 460 et quelques entités acheteuses qui sont inscrites, dont environ 80 collectivités territoriales qui sont inscrites sur l'outil. Alors, c'est un outil qu'on a déployé il y a peu, donc qui monte en charge. Mais le but, c'est de pouvoir publier sa programmation achat pluriannuelle pour donner de la visibilité aux entreprises et qu'elles puissent justement venir dire de manière assez simple, en fait, je suis intéressée. Elles ont juste un bouton à dire, lorsqu'elles ont fait leur tri, leur recherche de projet achat, de dire je suis intéressée. L'acheteur public, de son côté, il peut décider d'ouvrir ou de fermer les échanges. Parce que, par exemple, il a publié en programmation pluriannuelle 3 ans ou 4 ans avant, il n'est pas du tout dans un sourcing opérationnel à ce moment-là. Donc, il peut choisir de fermer les échanges avec les entreprises. Par contre, les entreprises, elles, peuvent continuer à dire qu'elles sont intéressées par le projet achat. Et lorsque l'acheteur va débuter son sourcing, il va ouvrir les échanges. Là, il pourra déjà récupérer l'ensemble de la liste des entreprises intéressées, ce qui lui fait déjà un panel d'entreprises à sourcer. Et en plus, il peut répondre aux questions qui peuvent lui être posées sur la plateforme. Et enfin, quand il publiera son marché, là, ça clôture d'office, évidemment, les échanges, puisqu'on rentre en procédure de consultation. Et par contre, le lien de la consultation vers le profil acheteur est associé, en fait, au projet achat sur Approche. Donc voilà, ça peut être un outil aussi qui est intéressant à utiliser par les acheteurs publics. Et il existe également une plateforme qui s'appelle le marché de l'inclusion, que vous connaissez aussi sans doute, qui est une start-up d'État, qui est également promue dans le cadre du PNAD, et qui est une place de marché qui permet justement de faire son sourcing sur les entreprises inclusives, puisque ça recense en fait plus de 8000, pardon, parce qu'elles sont nombreuses quand même, faut pas l'oublier, plus de 8000 structures inclusives. Donc, inclusive, c'est entreprises d'insertion, entreprises du secteur du handicap. Ça permet évidemment, dans le cadre de son sourcing, de se dire, là, vraiment, je vois que j'ai beaucoup d'entreprises qui sont positionnées dans ma région sur le segment achat qui m'occupe actuellement. Donc, je peux vraiment faire du sourcing auprès d'elles et me confirmer une stratégie achat qui serait de faire un marché réservé. En sachant aussi que le marché de l'inclusion est depuis peu raccordé avec Approche. Et donc, les entreprises inclusives, maintenant, voient la programmation achat des acheteurs publics qui ont publié sur Approche, et elles peuvent également signifier leur intérêt pour des projets achats. En dernier point sur les outils, je vous ai mis la page sur le site rapide que vous utilisez sûrement tous, pour justement aller plus loin, où il y a d'autres outils évidemment qui sont également disponibles. Mais voilà, j'ai choisi quelques-uns à vous présenter aujourd'hui. Et donc, Déborah, je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps pour faire l'illustration sur de la mobilisation du sourcing sur les écolabels. Je pense qu'on va passer au D'accord. témoignage. Bon, Désolée, parce d'accord. qu'il est déjà 26. Ok. En tout cas, c'est prévu. Vous l'aurez dans la présentation. Voilà, il y a une illustration de la mobilisation du sourcing dans le cadre d'un écolabel, avec je présente rapidement, mais avec des exemples de rédaction de clauses en fonction de si on mobilise sur une spécification technique, sur une condition d'exécution, combinée avec un critère, etc. Donc voilà, on a mis des exemples. Donc n'hésitez pas si ça peut vous être utile. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Merci, Émilie.
Donc, je vais laisser la parole à Laurent Delplanque, donc acheteur à la ville de Niort. Je vous laisse Oui. partager. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous partager mon support. Normalement, il devrait pouvoir s'afficher d'ici quelques secondes. Voilà, Parfait. normalement, on y Merci est. beaucoup. Voilà. Je suis acheteur à la ville de Niort depuis 15 ans. Alors, j'ai plutôt un parcours qui vient du privé. J'ai travaillé dans des directions des achats et j'étais directeur des achats dans des structures comme Canon, Plein Ciel, Steelcase, dans le monde de la bureautique. Il m'est venu une idée folle il y a 15 ans, c'est de rejoindre la fonction publique territoriale. Voilà. Et en fait, je travaille et collabore également avec le CNFPT dans le cadre de formations que j'anime sur les achats publics et dans le cadre du Réseco, donc sur les réseaux d'acheteurs sur la région Bretagne et la région Aquitaine avec 3 R. Alors, la ville de Niort en Deux-Sèvres, on a coutume de dire que Niort est à côté de La Rochelle, hein. J'aurais plutôt tendance à dire que La Rochelle est à côté de Niort, tellement notre ville est magnifique. La ville de Niort a une politique d'achat social et responsable depuis 20 ans déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau au sein du service achat de la ville de Niort. Le service achat a été créé en 2005. Il est en complément du service des marchés, hein. Donc, c'est bien un service en complément du service des marchés. Et ce service achat dispose de 5 acheteurs métiers qui sont répartis sur des segmentations achats. En 2008-2014, nous avons mis en place un agenda durable, Agenda 21. Donc cet agenda 21, avait pour vocation de la mise en action d'une stratégie sectorielle d'achat durable par compétence d'acheteurs. Donc les acheteurs ont eu un portefeuille qui leur ont été confiés et leur mission était donc de mettre en place un achat durable sur toutes ces familles d'achats. En 2014-2023, nous avons renforcé cette feuille de route achat durable, achat 21, par l'élaboration d'un projet qui s'appelle Niort Durable 2030, qui se cale sur les objectifs durables de l'ONU. Vous reconnaissez un petit peu peut-être le logo hein, qui vient de l'ONU. Et en fait, cette feuille de route achat durable 2030, 2014-2023, a pour but d'évaluer la performance de notre achat durable par l'intermédiaire d'indicateurs de performance, de mettre en place de l'amélioration continue, mais également de mesurer les gains par secteur d'activité ou secteur d'achat, et puis de mettre en place des tableaux de bord de suivi de notre activité achat. Nous avons franchi un pas supplémentaire en 2023-2024 puisque nous avons voté un SPASER avec la communauté d'agglomération du Niortais. La ville de Niort n'était pas dans l'obligation de mettre en place ce SPASER, donc c'est une démarche volontaire. L'objectif, c'est de rendre ce schéma opposable en interne. Alors, par exemple, aucun marché chez nous, par exemple, sur lequel le SPASER statue, aucun marché ne peut sortir de la collectivité ou être publié s'il n'est pas conforme aux exigences du SPASER. Par exemple, un critère développement durable à hauteur de 10 à 15%. Si un marché est préparé sans critère de développement durable, eh bien, il n'est pas publié. On demande à l'acheteur de retravailler sa feuille de route. Donc, ici, une feuille de route qui est opposable, qui n'est pas juste une feuille de route de principe sur le plan politique, mais qui est vraiment un outil pour les acheteurs. La ville de Niort, comment elle est constituée en termes d'organisation des achats? Parce qu'il faut que ce service achat et ce service des marchés réunis au sein d'une direction de la commande publique bien, puissent travailler ensemble. Eh bien, vous voyez sur le côté gauche de l'écran, ici dans le pavé bleu, le service achat où les acheteurs ont un rôle de centralisateur, un rôle de tutorat, de ressources RH pour mettre en place la veille, le sourcing, le benchmarking avec les directions opérationnelles. Alors, les prescripteurs ou les directions opérationnelles peuvent être en phase de sourcing direct avec les entreprises, mais en tout cas, tout est centralisé au niveau du service achat, c'est-à-dire tout remonte au service achat. La stratégie d'achat, les objectifs sont définis par le service achat en lien avec les directions opérationnelles. Et en fait, c'est là qu'on trouve un arbitrage entre les clauses, les critères durables.
mais également nous sommes garants de la traçabilité des échanges. Donc en fait, cette phase de veille, de sourcing, de benchmarking, même si elle peut être faite directement par les directions opérationnelles auprès des acteurs économiques, il n'empêche que tout remonte chez les acheteurs compétents qui gèrent les familles d'achat et donc en collaboration avec les prescripteurs internes ou les directions opérationnelles, eh bien, on commence à élaborer non pas un cahier des charges, mais une stratégie d'achat durable. Alors pour ce faire, on s'appuie sur ce qu'on appelle chez nous une fiche de montage consultation qui va récapituler en quelque sorte les choix qui sont faits en rapport avec la stratégie d'achat pour atteindre les objectifs. Le service achat est garant également de la technique d'achat qui sera utilisée. Alors, je ne parle pas de la procédure, je parle bien de la technique d'achat. Notamment, on est très friand des accords cadres chez nous. Donc, les accords cadres mixtes, par exemple, ou d'autres techniques d'achat qui sont mis en avant pour atteindre des objectifs d'achat. Alors, une fois que, en fait, ce travail de veille, de sourcing, de définition des objectifs et puis de calibrage du besoin est effectué, on est en capacité de rédiger pour le compte du service des marchés un CCTP, de faire le choix des critères et des clauses, qui sont des clauses impératives pour nous d'exécution, et le choix de la technique d'achat. Et le service des marchés prend le relais pour vérifier que toute cette structuration est bien conforme à la sécurité juridique des contrats. Alors, avant d'être publié, on a un filtre ici qui apparaît assez gros. Ce filtre, c'est une commission critère. Au-delà de 90 000 euros, tous les marchés avant publication passent devant la commission critère. C'est la même commission que la commission d'appel d'offres, elle est composée d'élus. Et cette commission critère va statuer sur les clauses et les critères, notamment durables, qui vont répondre aux objectifs d'achat et qui vont répondre à la stratégie d'achat. Donc, on explique aux élus pourquoi on pondère tel critère à telle hauteur, pourquoi on choisit tel critère, pourquoi on choisit telle technique d'analyse, pourquoi on grave dans le marbre un certain nombre de clauses, et on leur explique en quoi elles sont en lien avec les objectifs de la collectivité et notamment en lien avec la feuille de route Niort Durable 2030. Vous voyez, on retrouve ce phasage ici entre la feuille de route Niort Durable 2030 et la validation par les élus en amont des consultations de ce qui va constituer en quelque sorte la stratégie d'achat pour atteindre les objectifs. Alors, une fois que cette validation est faite par les élus, ils donnent leur accord sur les pondérations, sur les méthodes d'analyse, sur les critères, sur les clauses durables, eh bien, le service marché peut publier donc la consultation et une fois que la publication est faite, eh bien, les entreprises répondent. Il y a l'analyse des offres qui s'effectue avec les directions opérationnelles et l'acheteur qui est en tutelle sur la famille d'achat. Et puis ensuite, bien, le circuit habituel d'attribution des marchés. Donc voilà comment on fonctionne. On fonctionne vraiment en tutorat, en amont, avec les directions et les services, et énormément en lien avec les entreprises. Sur les phases de veille, les phases de sourcing, énormément en lien avec les entreprises. Alors ça se traduit comment? Vous allez reconnaître peut-être ici, notamment ma collègue de la direction des achats de l'État va reconnaître peut-être ce schéma qui est issu du guide des achats de l'État qu'on utilise, puisque c'est un outil qui est très très bien fait, je n'hésite pas à le dire. Et en fait, nous, on fait une distinction entre la veille et le sourcing. En tant qu'acheteur, pour moi, la veille, ça s'inscrit sur un temps long. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'être devant un marché ou publier un marché pour pouvoir faire de la veille. Ça s'inscrit donc sur un temps long où je vais requêter un certain nombre d'informations que je peux également croiser avec ce qu'on appelle le parangonnage ou le benchmarking auprès d'acteurs publics de strates équivalentes à la mienne ou légèrement supérieures ou inférieures. Et par contre, quand j'ai un marché à passer, eh bien, je viens valider en quelque sorte cette veille et ce parangonnage par une action de sourcing qui va venir consolider les informations avant de travailler sur la définition définitive du besoin et sur la stratégie d'achat définitive. Donc, on est bien ici sur une structuration avant une consultation. Mais ce qui est important aussi pour nous au service achat de la ville de Niort, c'est ce qui se passe pendant et après. Et notamment sur la quatrième roue là, qui est ici, sur cette quatrième roue qui est sur la droite, vous voyez, j'ai marqué amélioration continue.
En fait, la veille et le sourcing sont des étapes absolument indispensables, mais nous, on estime en tant qu'acheteurs que le contrôle d'exécution et l'évaluation de nos fournisseurs tout au long de l'exécution est un travail absolument indispensable pour améliorer nos cahiers des charges. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Dans quelle mesure on peut améliorer les process? Et ça, c'est absolument quelque chose d'indispensable qui est de la responsabilité de l'acheteur et qui est de la responsabilité également des directions opérationnelles. Alors, ça se traduit par des étapes. Alors, je vais faire très, très court, hein, puisque là, la fiche est assez dense. Mais grosso modo, 7 étapes. La première étape, c'est de définir d'abord une stratégie d'achat initiale, faire un état des lieux, discuter avec les directions opérationnelles, hein, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels sont nos objectifs à atteindre. Donc, ça, c'est la phase 2, où on va ici calibrer le juste besoin, hein, pas plus ni moins, mais le juste besoin. Et c'est complété par l'action 3 où en fait on vient consolider notre stratégie d'achat et la veille par l'action de sourcing. Donc vous voyez, on est vraiment bien sur un décalage dans le temps, hein. La veille, c'est vraiment en amont tout au long, euh, en quelque sorte, d'un cycle de vie. Et le sourcing vient ancrer, enraciner en quelque sorte les informations que l'acheteur a pu égrener. Et donc ce rafraîchissement de données et cette analyse des données permettent de définir les objectifs définitifs et de définir la stratégie définitive. Donc l'ajustement, c'est la phase 4, ajustement de la stratégie. Bah oui, parce qu'en fonction de la veille, s'il y a des choses qu'on doit corriger dans notre stratégie, bah, c'est important de le faire avant la publication du cahier des charges. Le cinquième point, c'est l'élaboration et le choix de clauses et de critères qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais également d'atteindre la performance achat, et notamment la performance achat durable. Donc là, on est très très attentif non seulement sur l'articulation clause-critères, hein, sur la maturité du secteur économique. Quand le secteur économique est arrivé à maturité, on n'a pas de mal à écrire dans le marbre des clauses. Quand le secteur économique n'est pas arrivé à maturité, on se tourne plutôt vers des critères qui vont évaluer la performance des entreprises les unes par rapport aux autres. Donc ici, cette méthode, on s'attache également à des méthodes d'analyse qui sont éprouvées, notamment je pense à la méthode d'analyse sur le prix, où on a différentes méthodes d'analyse sur le prix en fonction des strates d'achat et en fonction des jeux concurrentiels. Alors, la sixième étape, c'est la vérification réglementaire, hein, puisque évidemment, quand on donne tout ça à notre service marché, le service marché veille bien sûr au grain en disant, bah, effectivement, on peut écrire les clauses ou définir les critères de cette façon, et donc on peut publier le cahier des charges. Et la septième étape, c'est l'analyse des offres et l'attribution des marchés. Mais vous voyez, je mets bien ici en supplément à côté le contrôle d'exécution. Et à chaque lancement de marché, une fois que le marché est attribué, chaque acheteur et chaque direction opérationnelle met en place ce qu'on appelle une réunion de lancement. Et cette réunion de lancement, c'est un cadrage du titulaire par rapport aux directions opérationnelles et les clauses qui sont établies dans le marché. Les obligations sont rappelées, rappel des clauses d'exécution, et cela nous permet également de mettre en place l'évaluation des fournisseurs. Alors, j'en viens aux outils, hein, assez rapidement, aux outils qu'on utilise. Je ne vais pas les détailler, hein, je vais juste vous énumérer les outils qu'on utilise et pourquoi on les utilise. Alors, on fait comme la direction des achats de l'État, c'est-à-dire des questionnaires fournisseurs. Vous voyez, dans la veille et le sourcing, ça sert également à la traçabilité, hein, puisque le R2111-2 du Code de la commande publique demande aux acheteurs d'avoir une traçabilité des échanges avec les fournisseurs. Donc, ces documents restent dans les documents préparatoires et en fait, on peut les ressortir à tout moment. Si, par exemple, la CRC nous demande de nous justifier sur notre sourcing, eh bien, on a les fiches et les éléments qui nous permettent de tracer le sourcing. Vous avez ici au milieu une fiche de veille et de sourcing. C'est une fiche famille d'achat. Alors, ce n'est pas un document que j'ai publié ou j'ai affiché en entier parce que c'est sur un A3 recto verso et on retrouve l'aspect économique, l'aspect environnemental et l'aspect social. C'est un fichier qui est truffé de liens et qui nous permet en instantané de pouvoir avoir une physionomie ou une visibilité de ce qui se passe chez les acteurs économiques. Par exemple, on va déterminer quels sont les leaders, quels sont les suiveurs, quelles sont les entreprises locales
Et dans ces petites cases, quand on met leur nom, eh bien, on met un lien qui nous renvoie directement sur leur site. On a également des liens sur les fédérations professionnelles. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on relance un marché, là, c'est vous voyez une fiche sur le matériel de restauration collective. Eh bien, quand je vais dans la fédération des matériels de restauration collective, j'ai juste à cliquer sur le lien et la fiche me renvoie sur un site web où je vais pouvoir réactualiser en quelque sorte ma veille et mon sourcing de façon automatique. Alors, j'ai des indicateurs, par exemple, si j'ai une obsolescence réglementaire faible, moyenne, forte, si j'ai une obsolescence technique faible, moyenne ou forte, si le marché est très impacté par la recherche et le développement, vous voyez, c'est très impacté, c'est moyennement impacté, c'est fortement impacté. Et donc, à chaque fois qu'on met des petites croix, des petites coches, ça vient s'allumer en rouge, en orange ou en vert. Donc, ça veut dire que j'ai un indicateur visuel qui me permet d'avoir un suivi sur l'urgence du focus ou du sourcing sur telle ou telle famille d'achat. Alors, à côté, tout à fait à droite, vous avez une fiche stratégie d'achat. Chaque acheteur, avant le lancement d'un marché, doit élaborer une stratégie d'achat qui doit correspondre à des objectifs à atteindre. Donc, en fonction de segments d'achat. Et donc, cette stratégie d'achat doit être déclinée et on va jusqu'aux clauses, jusqu'aux critères et jusqu'aux indicateurs de performance. Vous avez ici en bas une fiche d'évaluation fournisseur. Cette fiche d'évaluation fournisseur, nous la mettons systématiquement en place les 6 premiers mois ou la première année du marché, où on va évaluer le fournisseur, savoir s'il est dans la performance ou non. Et pour nous, un fournisseur performant, c'est un fournisseur qui a au moins la note de 12. En dessous d'une note de 12, eh bien, on a une réunion de calage et on voit avec lui ce qui fonctionne pas et pourquoi la prestation se dégrade, ou pourquoi les clauses ne sont pas exécutées, ou pourquoi on n'est pas dans l'exécution parfaite du marché. Et donc, on met en place avec le fournisseur des voies correctives. Alors, vous voyez, ce sont des outils relativement complets, relativement denses. J'en ai mis que quelques-uns, j'en ai bien d'autres. Dans nos collectivités, ce qui nous manque surtout, c'est des ressources en interne, en moyens et en temps pour mettre en place de la veille et du sourcing. Et je rejoins ma collègue de la direction des achats de l'État. C'est pas une étape en plus, c'est une étape qui est intégrée dans le processus, avant, pendant, après, amélioration continue. Et on est trop souvent dans les collectivités en mode dragster. Il faut passer un marché, hein, il faut absolument passer de marché, il faut que ça sorte. Alors que, en fait, la réalité des collectivités, c'est qu'il faut répondre à un besoin. Et répondre à un besoin, c'est pas la même chose que il faut passer un marché. Donc, c'est pas un sprint, c'est pas une course de dragster, c'est plutôt une course de fond. Alors, pour ce faire, on utilise, nous, très, très en amont des outils, et c'est le dernier slide que j'utiliserai pour ma présentation. On utilise des méthodes d'acheteurs hein, qui viennent du privé, la méthode SWOT, hein, qui est la méthode force, faiblesse, opportunité, menace. C'est pour qualifier en qualité, la qualité du fournisseur qu'on a en face de nous. On fait une analyse financière également, un rating financier sur société.com. Alors, j'insiste sur le fait que c'est un rating qui est gratuit. On peut avoir des éléments complémentaires, notamment payants, mais nous, on se contente du rating gratuit. Ça nous permet de voir si une entreprise est en fragilité ou pas et de blinder notre cahier des charges, peut-être dans les clauses d'exécution, si on voit qu'un potentiel de fournisseur en difficulté sont susceptibles de répondre à notre besoin. Alors, on utilise également la matrice de Craig qui a pour but d'identifier quels sont nos achats stratégiques et notre dépendance aux acteurs économiques. Dépendance qu'on peut retrouver ici hein, dans ce tableau, savoir si d'un point de vue sectoriel, les acheteurs analysent si on est dans une situation de monopole, d'oligopole ou de pleine concurrence. Alors, j'ai mis juste un exemple pour terminer, mais si vous achetez par exemple 15 000 ramettes par an, eh bien, si vous faites un marché pour acheter des ramettes, 15 000 ramettes par an, à 60 000 euros le marché, vous allez avoir comme acteurs économiques Antalis et Inapa qui vous répondent, qui sont des grossistes. Alors, Antalis, en ce moment, a beaucoup de difficultés. Alors, si c'est Antalis et Inapa, on est en oligopole, mais supposez qu'Antalis ne veuille pas répondre, il ne reste plus qu'Inapa, on est dans une situation de monopole. Donc Laurent? là, je ne peux pas m'attendre à de la performance. Et à l'inverse, si j'ai 1500 ramettes à acheter pour 6 000 euros par an, bah, les fournituristes vont pouvoir me répondre et là, je suis en pleine concurrence. Donc voilà comment on fonctionne à la ville de Niort. Merci Laurent, on va passer
la parole aux autres intervenants parce qu'il nous reste une dernière partie et puis il faut qu'on laisse du temps aussi sur les questions-réponses. Donc, du coup, on va laisser la parole aux acteurs socio-économiques. Donc, je vais repartager ma présentation. Donc, je vais laisser la parole à Myriam Chafra, qui est conseillère accès à la commande publique à la Chambre de métiers régionale en région PACA. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Oui, merci très bien. Myriam. Donc, je suis la conseillère régionale de l'accès à la commande publique à la Chambre de métiers région PACA. Et aujourd'hui, donc, brièvement, on va vous présenter un peu notre rôle, on va dire, avec les autres acteurs socio-économiques pour aider et accompagner les entreprises pour mieux accéder à la commande publique. Donc, la première question qui se pose, c'est quels sont les défis, quels sont les outils? Donc, comment les entreprises se structurent pour répondre au marché? Quel est le tissu économique qu'on retrouve, donc TPE, micro-entreprises? Il s'agit donc le plus généralement de très petites entreprises qui manquent de moyens humains et pour mettre en place une vraie stratégie de positionnement sur les marchés publics. C'est la réalité, c'est un constat. Donc, ce qu'il faut, ce qu'on a besoin, c'est besoin d'accompagnement dans les démarches de positionnement d'une manière générale. Il faut penser aussi au PNAD, donc opportunité pour ces TPE et ces PME, PTPE, une opportunité à saisir. Les outils, accompagnement des entreprises. Il y a de l'accompagnement individuel, il y a des clubs qui sont organisés régulièrement, des webinaires, des formations, des guides. On va le voir un peu plus en détail. Donc, il y a également mettre le point sur certains projets européens qui sont en cours. Donc, c'est un levier pour faire face aux défis de la commande publique. Je vais présenter les outils pour faciliter le sourcing donc, que propose la Chambre de métier et la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, le CRES. Donc, concernant la chambre de métier, on propose un accompagnement individuel adapté sur mesure à l'entreprise. Si on est donc dans un cas d'entreprise novice, intermédiaire ou confirmé, donc c'est adapté aux besoins et aux attentes. On a régulièrement des ateliers de sensibilisation au marché public qui sont organisés que ce soit au niveau de la chambre de métier ou que ce soit en collaboration avec certains acheteurs qui ont, on va dire, du mal à avoir des réponses ou des retours sur leur territoire. Donc, en collaboration avec ces acheteurs-là, on organise des ateliers de sensibilisation. On organise également des rencontres fournisseurs-acheteurs s'il y a un besoin particulier précis, donc dans ce sens-là, la chambre de métier organise avec cet acheteur-là des rencontres fournisseurs-acheteurs. Un réseau marché public Marpaca est mis en place. Qui dit réseau dit partage d'informations et partage également d'opportunités. Donc, tous nos adhérents, nos entreprises artisanales bénéficient de ces informations et des opportunités qu'offre le réseau marché public Marpaca. Également, nous pouvons diffuser, ou nous diffusons plutôt, les appels d'offres assez régulièrement à la demande de certains acheteurs sur certains territoires ou sur certains métiers. Concernant le CRES, PACA, donc Ouais, je continue. Mais en fait, Ségolène Mollard, donc, qui est chargée des achats socialement et écologiquement responsables, elle peut pas être présente, donc je vais parler pour elle. Donc, Pas de problème. elle travaille à la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc en région PACA. Donc, ils animent un groupe de travail de l'achat socialement et écologiquement responsable via la plateforme de l'économie circulaire. Donc, précis, vous avez le lien où vous pouvez retrouver ce groupe de travail. Ils animent aussi, je crois aujourd'hui justement, un expresso en partenariat avec la métropole Aix-Marseille-Provence qui mettent en lien les acteurs de l'ESS avec cette métropole notamment.
Ils font des ateliers de sensibilisation au marché public auprès des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ils peuvent diffuser aussi les appels d'offres des collectivités. Vous avez le site internet Carteco qui va recenser toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui va vous permettre de faire le sourcing. Et ils organisent aussi le salon de l'ESS Sud qui sera organisé prochainement en fin d'année. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à EA Éco-entreprise, donc Lucie Mathieu, qui va nous parler justement de leurs outils aussi de sourcing. Oui, merci Déborah. Bonjour à tous. Donc, je suis Lucie Mathieu, chargée de mission projet européen pour EA Éco-entreprise. En 2 mots, EA, donc c'est un cluster qui a été créé en 1996 par les acteurs de la filière de l'eau. Et le but, c'est d'accompagner les éco-entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans leur parcours de croissance. Et on développe donc une approche multifilière, c'est-à-dire eau, déchets, biodiversité, cité, sol pollué, etc. Tout ce qui a trait à l'environnement. Et donc, il y a 2 axes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est un projet européen, parce que comme le disait Myriam à l'instant, les projets européens peuvent être des leviers pour l'achat public. Donc, nous sommes, nous, partenaires du projet P5 InnoBroker, qui est un projet européen qui a débuté en 2021 et qui se termine en fin d'année, là, cette année 2024. L'objectif principal de ce projet européen, c'est de rapprocher les acheteurs publics des porteurs de solutions innovantes. Et donc, dans le cadre de ce projet, EA Éco-entreprise se positionne comme un facilitateur, comme un intermédiaire entre les acheteurs publics et les porteurs de solutions innovantes, donc les éco-entreprises innovantes. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons donc deux points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, un webinaire speed dating, comme on l'appelle pour l'instant, donc sur l'achat public innovant, qui aura lieu le 8 ou 10 juillet. La date est à confirmer. Et ça permettra d'échanger sur l'achat public innovant avec avec des éco-entreprises, avec des témoignages, mais aussi et surtout pour les collectivités et donc acheteurs publics. Et nous allons développer donc un accompagnement des collectivités et ou des éco-entreprises, c'est-à-dire soit collectivités, soit entreprises, soit parfois il y a déjà des binômes qui sont créés. Cet accompagnement sera mené par un expert externe, donc qui est pris en charge dans le cadre du projet et qui permettra vraiment d'accompagner les bénéficiaires dans la mise en place de procédures d'achat public innovant. Concrètement, comment est-ce qu'on fait financièrement, administrativement, techniquement? Voilà, donc ça, c'est les 2 points sur lesquels je voulais m'arrêter aujourd'hui sur le projet P5 InnoBroker. Donc tout ça est en cours de préparation. Le webinaire, comme je vous disais, aura lieu le 8 ou le 10 juillet. La date est à confirmer, mais toutes les infos seront sur le site d'EA Éco-entreprise et on partagera effectivement avec l'ARB. Et donc l'accompagnement se fera sur appel à manifestation d'intérêt. On est pareil en train de travailler là-dessus. Et le deuxième point duquel je voulais vous parler, le deuxième axe qui est sur la droite de l'écran, c'est le colloque achat public et transition écologique. Donc cette année, nous allons organiser cette 3e édition du colloque achat public et transition écologique. Il aura lieu le 12 septembre 2024 à Toulon. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Ça aura lieu donc au Palais des Congrès Neptune à Toulon. Nous allons organiser donc 4 tables rondes sur la construction, l'usage et la fin de vie des ouvrages. Cette année, le colloque sera plutôt axé bâtiment BTP, bâtiment travaux publics. Et l'idée, c'est vraiment de faire correspondre les besoins des collectivités avec les porteurs de solutions. Donc, il y aura des pitchs d'entreprises et les collectivités pourront faire part de leurs besoins également. D'ailleurs, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours pour les entreprises qui souhaitent participer et faire part de leurs solutions. Voilà, donc vous avez le lien sur la slide avec le programme et les inscriptions pour ce colloque achat public et transition écologique. Voilà en bref pour EA Éco-entreprise. Merci Lucie. Du coup, je vais passer la parole à Sophie Roussel, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, qui va parler de ses Bonjour à outils. tous. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement ce que l'on a mis en place côté CCI de Nice. Alors, vraiment, l'objectif que l'on a au sein de la CCI, c'est de rapprocher les acteurs publics
des entreprises. Alors nous aussi, on a un tissu économique essentiellement constitué de TPE et de PME. Et le constat que l'on a fait, comme sans doute beaucoup d'entre vous, c'est que elles sont pas forcément très intéressées par la commande publique, ce qui est très dommage parce qu'il y a c'est un gros débouché économique pour elles, mais il y a de la réticence pour répondre aux appels d'offres publics. Et du coup, côté acteur public, il y a une vraie problématique également dans le sens où il y a peu de réponses aux appels d'offres. Finalement, on se retrouve dans une situation un peu de non-choix souvent par rapport aux réponses qui sont apportées par les entreprises. Donc, faisant ce constat depuis un moment et considérant que vraiment la commande publique pourrait être un vrai débouché, en plus un débouché sécurisé pour les entreprises. On a mis en place il y a quelques années une charte de Small Business Act qui engage les acteurs publics des Alpes-Maritimes à faciliter l'accès à la commande publique aux TPE-PME. Donc là-dedans, il y a forcément aussi des notions qui sont un peu liées à la RSE et au développement durable. Cette charte de mettre dans la rédaction de son appel d'offres public des clauses qui vont inciter les TPE-PME, souvent locales du coup, à candidater aux appels d'offres. Donc, on va retrouver un certain nombre de choses mais on n'a rien inventé, hein, c'est vraiment issu du droit de la commande publique. Donc, on va retrouver des notions comme, on l'a évoqué tout à l'heure, encourager les acteurs publics à pratiquer le sourcing de solutions et de fournisseurs, de mettre en place de l'allotissement dans les marchés, de mettre des clauses de révision de prix, d'avoir recours à de la négociation quand ce sont des procédures adaptées, la notion de visite de site. Voilà. Il y a 22 propositions de clauses que l'on a mis en place qui vont plutôt dans le sens du coup des TPE-PME. Donc ça, c'est cette charte que l'on a fait signer. Aujourd'hui, on doit avoir 35 ou 36 acteurs publics des Alpes-Maritimes. Alors, c'est à la fois des collectivités et ça peut être des écoles, ça peut être aussi d'autres acteurs publics qui se sont engagés dans ce Small Business Act. Mais alors, une fois que l'on a signé cette charte, alors c'est bien, mais il faut mettre en place et favoriser aussi, on va dire, de manière très concrète, la rencontre entre les acteurs publics et les entreprises, donc entre les acheteurs et les fournisseurs de solutions. Et ça, on a créé un service de mise en relation business qui s'appelle la Place Business, qui va être l'opportunité de cette rencontre, notamment au travers de conventions d'affaires. On va en avoir 2 dans l'année, une sur les besoins des fonctions support et des services généraux qui se déroulent en juin. Donc, c'est l'illustration que vous avez là le 4 juin. Donc là, on a la petite spécificité sur nos conventions d'affaires, c'est qu'on va mêler à la fois des acteurs publics et des acteurs privés en tant que donneurs d'ordre. Mais le but du jeu, c'est de favoriser le sourcing. Donc, du coup, les acteurs privés sont invités à venir. Ils définissent des besoins qu'ils ont. Nous, on fait leur fiche de besoins et derrière, les entreprises vont pouvoir leur proposer des rendez-vous sur une demi-journée. C'est des rendez-vous de 15 minutes en face à face. Donc voilà, donc en fait, ça ne va être que des rendez-vous sur la base de besoins exprimés par les donneurs d'ordre. Donc on a ce format-là, donc au mois de juin, sur les besoins des fonctions support et services généraux, et on recommence
au mois de décembre sur les notions de besoins en événementiel, MICE et tourisme. Alors, bien entendu, là, on s'écarte peut-être un peu des besoins des donneurs d'ordre public, quoique il y en a qui sont présents aussi sur cette manifestation, mais nous, on aime bien mélanger le privé et le public. Donc voilà ce que en fait, on va partir en fait d'un engagement des donneurs d'ordre public à travers cette notion de Small Business Act, et avec la place business, on va mettre en place très concrètement des occasions pour ces donneurs d'ordre de sourcer des prestataires de services. Voilà. Ce que l'on fait aussi, que j'ai pas mis là sur la slide, c'est que on accompagne aussi les entreprises à la réponse aux appels d'offres publics. Donc on crée des ateliers sur comment être efficace dans la réponse à appel d'offres publics. On en a fait un au mois de décembre dernier, là on en fait un au mois de juin. L'idée aussi, c'est de montrer aux entreprises que c'est pas forcément fastidieux, on peut s'organiser, on peut être efficace dans la réponse à appel d'offres. Et en parallèle de tout ça, j'anime aussi un club achat avec des acheteurs publics, mais aussi des acheteurs privés, parce que l'on croit encore une fois beaucoup à l'échange entre le privé et le public. Je pense que les deux secteurs peuvent se nourrir au niveau de leur expérience, des outils qui sont utilisés par les uns et les autres pour s'améliorer dans leur fonction achat. Je suis désolée, mais il Voilà. va falloir conclure. Voilà, parce que je vois qu'il est l'heure, excusez-moi, du coup, je suis un peu garante du temps et pour qu'on ait la place aux deux, trois questions. Déborah, je te laisse comprendre la suite. Oui, merci Sophie Roussel. Donc juste, de toute façon, ça sera l'objet d'un prochain webinaire, hein. De toute façon, le mardi 2 juillet de 13 h à 14 h, il y aura un webinaire spécifique sur la commande publique et les acteurs socio-économiques. Donc vous aurez le temps, les consulaires, à détailler un peu plus vos actions. On voulait clôturer ce webinaire par des questions-réponses parce que là, il est l'heure de clôturer. On avait surtout une question pour Monsieur Laurent Delplanque, si il est toujours là, de la ville de Oui, Niort, oui. qui portait sur quel retour de cette commission, donc c'était par rapport à votre présentation sur la commission des élus, sur les propositions qui lui sont faites, des contre-propositions, ou finalement une chambre d'enregistrement, est-ce que, voilà, c'était la question. Alors, en fait, la commission critères, c'est vraiment un lieu où les élus vont également impacter la politique durable de la ville. Alors évidemment, cette politique durable, elle est définie dans notre feuille de route et chaque acheteur est garant de cette politique durable. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas en réunion critères sans avoir déjà préparé un dossier assez solide, notamment sur la stratégie d'achat, les objectifs à atteindre et en quoi les clauses et les critères ou les méthodes d'analyse vont servir à atteindre ces objectifs. Et l'objectif de la commission critères, notamment des élus, c'est de pouvoir effectivement valider ce qui a été fait par les acheteurs ou les directions opérationnelles, le travail qui a été fait en amont, voire de modifier ce qui a été décidé. Je prends un exemple assez simple. Si je décide de mettre 10% sur une valeur développement durable et qui a une vraie matière et qui a beaucoup à analyser en termes de développement durable, un élu de la commission critères peut peut-être me dire, écoutez, on peut peut-être augmenter cette valeur ou cette pondération sur le critère développement durable et en faire un vrai choix déterminant pour juger la performance des offres. Le gros avantage de la réunion critères, c'est qu'une fois que les critères sont validés et que le marché est lancé, quand l'analyse des offres se fait, le rapport d'analyse est présenté en commission des marchés ou en commission d'appel d'offres, il n'y a plus de discussion possible sur savoir pourquoi on a mis tel critère à telle hauteur et pourquoi on l'a analysé comme ci ou comme ça. C'est déjà validé et donc c'est très confort pour les acheteurs. Parce que finalement, quand le dossier est lancé, on a un dossier bien ficelé et l'analyse se fait assez naturellement sans trop se poser de questions. On avait une question aussi sur est-ce que vous pourrez partager quelques outils
verra par la Oui, alors on peut partager, je peux partager certains outils. Après, ce sont des outils qui sont sectorisés par famille d'achat, par acheteur, qui sont aussi construits par rapport à l'offre économique existante sur mon territoire. Donc, c'est pas forcément transposable. La matrice peut être transposable, c'est-à-dire que l'idée, le schéma général peut être transposable. Après, je pense que les outils, d'abord, un bon outil, un bon outil, c'est un outil qui est utilisé. Si on a des tableaux de bord qui sont pas utilisés, faut les balancer, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux avoir peu d'outils, mais les utiliser, plutôt que d'avoir plein d'outils qui sont mal utilisés. Mais je peux, oui, effectivement, partager. Je peux transmettre mon adresse mail et je peux partager. Et enfin, une dernière question, quelle est la durée moyenne pour effectuer un sourcing et l'intégrer dans le rétro-planning de l'achat? Alors, c'est très simple. Moi, un appel d'offres, c'est 1 an. De la phase de veille, de sourcing, de consolidation de la stratégie d'achat jusqu'à l'exécution, c'est 1 an. Un MAPA, c'est 6 mois. Alors, effectivement, quand on a la maîtrise du secteur d'achat ou d'un domaine d'achat, ça peut être un peu moins. Ça peut être 8 mois et 4 mois. Mais si vous regardez bien, vous prenez juillet, août, le mois de mai à trou, plus les vacances de fin d'année, les vacances des uns et des autres, les circuits de validation, les obligations réglementaires en termes de publication, ben, si on fait le rétro-planning et qu'on intègre la phase de sourcing, de veille, d'analyse, de qualification du besoin en amont, eh bien, on n'en est pas loin. Donc, quand on passe des appels d'offres, moi, quand je discute en formation CNFPT, où j'ai des gens qui me disent, moi, je passe un appel d'offres en 4 mois ou en 5 mois, oui, d'accord, ok, mais avec quel résultat derrière? Ok, parfait. Bon, mais merci beaucoup, Laurent Delplanque, d'avoir répondu aux questions et je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Il y a une dernière question, Ah. toujours en lien avec les délais. Quel délai faudrait-il avoir entre la veille et le sourcing? Voilà. Alors, la veille, comme je le disais, c'est au long cours. Donc moi, je fais de la veille au long cours constamment. Et le sourcing, généralement, je viens consolider ma veille par le sourcing environ 3 à 4 mois avant la publication du marché. Parfait. Bon, mais merci beaucoup de toutes ces présentations de tous les intervenants, de vos disponibilités, de ce retour d'expérience très intéressant. Et puis, on vous dit à bientôt et peut-être au prochain webinaire qui sera organisé sur la commande publique et les acteurs socio-économiques. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, merci tout le monde. Merci, au revoir. Merci, Émilie Martinan. Bonne journée.